Voici les notions fondamentales indispensables relatives à la lumière. Premièrement, la vitesse de la lumière dans le vide, par exemple dans l'espace intersidéral, est constante et de valeur avoisinant 300 000 km par seconde. Une valeur approchée est 299 792 458 km par seconde. On la note avec la lettre C. Deuxièmement, elle dépend du milieu traversé, mais dans le vide, cette vitesse est une limite infranchissable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être atteinte par aucun objet massif en mouvement. Troisièmement, cette vitesse est indépendante du référentiel dans lequel elle est mesurée. Ces considérations sont des piliers de la théorie de la relativité d'Einstein. Dès 1887, les expériences d'interférométrie de Michelson et Morley constataient l'indépendance de la vitesse de la lumière dans différents mouvements de la Terre. Cette indépendance nous est difficile à admettre. En effet, supposons que vous soyez au sol et que vous puissiez mesurer la vitesse d'un rayon lumineux passant dans l'espace intersidéral. Disons de droite à gauche pour vous, vous obtenez la valeur C. Ce qui est totalement surprenant, et pourtant vrai, c'est que si cette mesure était effectuée vue d'un vaisseau spatial ayant une très grande vitesse constante et voyageant en ligne droite de gauche à droite, ou de droite à gauche d'ailleurs, on obtiendrait la même valeur C. Ceci est en contradiction paradoxale avec ce que nous savons de la composition habituelle des vitesses. En effet, si vous imaginez une voiture V1 allant en ligne droite, de droite à gauche pour vous, et à 100 km/h, et qu'une autre voiture V2 arrive en sens inverse, de gauche à droite à 50 km/h. Les deux voitures se rapprochent, et la vitesse de rapprochement de la voiture V1 par rapport à la voiture V2 est de 100 km/h plus 50 km/h, ce qui fait 150 km/h. Les vitesses de V1 par rapport au sol et par rapport à la voiture V2 sont différentes, alors que pour la lumière c'est la même, C. Surprenant, mais c'est pourtant comme ça, il faut s'y faire, cette hypothèse théorique d'Einstein a été prouvée expérimentalement. Je vais donc embarquer dans une fusée pour rajeunir par rapport à vous qui êtes supposé rester au sol. Vous me verrez donc passer devant vous, immobile dans ma fusée, qui est supposée se déplacer de gauche à droite, à vitesse constante et de façon rectiligne. Nous sommes bien en référentiel galiléen. Voici comment nous allons analyser tout cela. Je vous ai représenté au sol, immobile, debout, tenant une horloge à la main. Je suis dans ma fusée, immobile et debout avec, moi aussi, mon horloge à la main. Nos deux horloges sont identiques et ont été synchronisées avant le départ. Et vous me voyez passer avec la fusée à une vitesse constante que nous noterons V. N'oubliez surtout pas que cette vitesse est constante, un peu comme lorsqu'est activé le régulateur de vitesse d'une voiture. Peu importe la vitesse exacte de la fusée, on la note ainsi V, pouvant prendre n'importe quelle valeur constante. Regardons ce qui se passe à l'intérieur de la fusée. Un système optique envoie un rayon lumineux depuis un point A du plancher de la fusée vers un point B du plafond, perpendiculairement au plancher.
À mon horloge, je constate une durée t petit f, pour temps dans la fusée, entre les deux configurations. Mais au sol, vous distinguez deux autres configurations. Dans la configuration 1, le rayon lumineux est émis depuis le point A1 de l'espace. Dans la configuration 2, le rayon lumineux arrive sur le point B2 de l'espace. Entre ces deux configurations, la fusée a avancé à la vitesse v. Au sol, votre horloge indique une durée t petit s, pour temps au sol, entre les deux configurations. Ces deux durées t petit f et t petit s sont-elles égales? Autrement dit, le temps est-il indépendant du référentiel? Vous pouvez vous dispenser de la petite partie mathématique qui va suivre et passer à sa fin pour ne retenir et accepter que bizarrement, t petit s est plus grand que t petit f. Vous retiendrez donc que le temps s'écoule plus lentement pour moi dans ma fusée que pour vous au sol. Un peu, même très peu, de mathématiques maintenant. Voyons d'abord ce qui se passe de mon point de vue dans la fusée où je suis immobile. Le temps t petit f est donné en divisant la distance h par la vitesse c, c'est h divisé par c. On peut écrire h égale c multiplié par t petit f. Du point de vue du sol, le triangle rectangle A1, A2, B2 va jouer un rôle important dans la démonstration. Nous notons petit d la longueur du segment A1, B2 et delta la longueur du segment A1, A2. La distance A2-B2 étant notée h, elle représente la hauteur de la fusée. On utilise ensuite le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle A1, A2, B2 en exprimant les distances petit d, delta et h en fonction des temps t petit f et t petit s. On en déduit une relation entre t petit f et t petit s, et on s'aperçoit que ces temps sont différents. Ces temps sont liés par le coefficient gamma qui dépend de la vitesse v de la fusée et qui est supérieur à 1. Gamma est appelé coefficient de Lorentz. Mon temps dans la fusée est inférieur à votre temps au sol. Cependant, dans ma fusée, je ne m'aperçois de rien de spécial. Mon horloge me semble fonctionner exactement comme la vôtre. On dit que le temps se dilate dans la fusée, d'où la terminologie de dilatation des durées. La terminologie donne au temps mesuré dans la fusée la dénomination de temps propre. Plus précisément, temps propre à la fusée ou à moi-même qui suis resté immobile dedans. La dilatation des durées nous dit que le temps mesuré dans tout autre référentiel galiléen est nécessairement plus long que le temps propre. Le temps propre est minimal. Que se passerait-il réciproquement? Par exemple, si vous faisiez une expérience avec un rayon lumineux allant du sol au plafond d'une salle où vous seriez immobile, comme je l'étais dans ma fusée, et que je mesurais avec mon horloge le temps mis par ce rayon lumineux pour aller du sol au plafond, ce temps mesuré par moi serait plus long que le vôtre, votre temps propre.
Retenons qu'une horloge en mouvement rectiligne uniforme relativement à une autre horloge retarde toujours par rapport à cette autre horloge. Toutefois, cette dilatation est imperceptible pour les vitesses courantes. La vitesse de la fusée devrait être moitié de la vitesse de la lumière pour provoquer une dilatation de seulement 1/10 de seconde pour une seconde. Pour une fusée hypothétique de vitesse 260 000 km par seconde, le temps au sol est double du temps propre de la fusée. On pourrait maintenant admettre un peu mieux le fait que le frère jumeau qui a voyagé soit plus jeune. Le problème est biaisé du fait que, pour pouvoir revenir, le voyage ne peut se faire de façon rectiligne. Il faut bien que la fusée change de direction, sinon le voyage se ferait sans retour. Le mouvement de la fusée n'est donc pas toujours rectiligne uniforme, comme il est supposé l'être dans les calculs. Dans la 4e et dernière vidéo, nous verrons que la dilatation des durées conduit à des applications concrètes sur Terre.